Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Chaque matin, bien avant que la ville de Clermont-Ferrand ne se réveille pleinement, quand les boulangers commencent à préparer les croissants et que les tramways sont encore à moitié vides, Julien Moreau, un homme discret au regard fatigué, se met en route avec sa fille Léna. Il n'a pas de voiture. Il n'a même pas de vélo. Il marche. Tous les jours, peu importe la saison, les conditions météo ou sa propre santé, il parcourt plus de 6 kilomètres à pied pour accompagner sa fille à l'école élémentaire Émile Zola, dans le quartier Champratel. Mais ce qui intrigue, c'est qu'il ne franchit jamais les grilles. Il s'arrête toujours à quelques mètres du portail, embrasse Léna sur le front, lui glisse un petit mot dans l'oreille, puis disparaît dans les rues secondaires. Léna, elle, est une enfant calme et vive. Elle ne fait jamais de vagues. Elle s'applique en classe, aide ses camarades, sourit toujours poliment. Mais son cartable est usé, ses vêtements un peu trop petits, et elle décline toutes les sorties scolaires nécessitant une participation financière. Ses professeurs se posent des questions, mais elle évite habilement les sujets personnels. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, ni pourquoi aucun adulte ne vient jamais aux réunions de parents d'élèves. L'administration dispose bien d'un dossier, avec un numéro de téléphone souvent hors service et une adresse en périphérie de la ville, mais rien de plus. C'est la directrice de l'école, Madame Vautrin, une femme stricte mais profondément humaine, qui commence à remarquer un schéma. Depuis sa fenêtre du premier étage, elle voit chaque matin le même homme dans le même manteau kaki, avec une barbe de quelques jours et des chaussures manifestement trop usées. D'abord, elle pense que c'est temporaire. Peut-être un problème de voiture. Ou une grève de bus. Mais les semaines passent. Il continue à venir chaque matin, toujours à pied, toujours seul avec l'enfant. Un jour de pluie battante, elle le voit retirer sa propre veste pour couvrir sa fille trempée. Ce geste, à la fois banal et bouleversant, lui reste gravé dans l'esprit. Intriguée, elle demande à l'institutrice de Léna si elle en sait davantage. Mais même la maîtresse, pourtant attentive, ne peut lui fournir que des observations superficielles. Léna travaille bien, mais évite les discussions sur sa vie familiale. Elle dit que son papa est son héros, mais ne parle jamais de sa maman. Ce silence soulève d'autant plus de questions. Alors, un matin, Madame Vautrin prend son courage à deux mains. Elle invite Léna dans son bureau sous prétexte de lui remettre un livre en récompense. Une fois seule, elle lui demande doucement: « Ton papa ne veut pas venir au portail avec toi ?» La fillette hoche la tête. « Papa dit qu'il ne veut pas déranger. Il dit que l'important, c'est que je sois à l'heure. » Cette phrase résonne dans la tête de la directrice toute la journée. Elle pense à son propre père, à sa propre enfance, à ces hommes discrets qui donnent tout sans jamais se plaindre. Ce soir-là, chez elle, elle ne trouve pas le sommeil. Les images de Julien, mouillé jusqu'aux os mais toujours souriant pour sa fille, lui tournent dans la tête. Elle commence à faire des recherches. L'adresse fournie dans le dossier est un ancien lotissement proche de Gerza, dans une zone presque oubliée par les services publics. Google Street View n'y montre qu'un terrain vague. Le lendemain, elle décide de l'observer plus attentivement. Quand Léna entre dans la cour, elle reste cachée derrière un rideau et suit du regard Julien. Il ne traîne pas. Il prend une ruelle latérale, passe par une voie désaffectée longeant une voie ferrée, puis disparaît dans une brume matinale. Le surlendemain, elle décide de le suivre. Pas par curiosité malsaine, mais parce que quelque chose en elle lui crie que cet homme a besoin d'aide. Sans le savoir, elle vient de déclencher une chaîne d'événements qui changera non seulement la vie de Julien et Léna, mais aussi celle de tout l'établissement. Elle prend une veste discrète, des baskets et reste à bonne distance. Julien ne se retourne jamais. Il marche lentement, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. À mesure qu'elle avance derrière lui, le paysage devient plus rural, plus isolé. Il n'y a plus de trottoirs, plus de passages piétons, seulement des champs et des routes étroites. Après plus de 40 minutes de marche, elle le voit bifurquer vers un ancien bâtiment agricole transformé sommairement en habitation. Il entre, referme la porte derrière lui. Madame Vautrin s'approche. Il n'y a pas de sonnette. Pas de boîte aux lettres.
Juste une petite pancarte en bois où est gravé à la main « Ici, on vit simple, mais on aime fort ». Elle reste figée devant ces mots. Ce qu'elle vient de découvrir est bien plus qu'une simple situation précaire. C'est une déclaration d'amour d'un père pour sa fille. Et à ce moment précis, elle sait qu'elle ne pourra plus faire semblant de ne rien savoir. Mais ça, ce n'est que le début. Le lendemain matin, Madame Vautrin arrive plus tôt à l'école. Il fait encore nuit, l'air est frais, et un brouillard épais s'étale sur les toits du quartier Champratel. Elle ne porte pas ses talons habituels, mais une paire de baskets, et troque sa veste stricte contre un manteau gris passe-partout. Elle a prévenu son adjointe qu'elle sortait pour une visite administrative sans en dire davantage. Ce qu'elle s'apprête à faire n'est pas dans le protocole d'une directrice. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle ne peut plus détourner le regard. Elle attend derrière les grilles, à bonne distance. Julien Moreau arrive comme à son habitude, tenant Léna par la main, parlant doucement, les épaules légèrement courbées. Lorsqu'il l'embrasse sur le front et la regarde franchir les grilles, il reste quelques secondes figé, puis se détourne et commence à marcher. C'est à ce moment-là que Madame Vautrin s'élance discrètement. Elle se tient à plusieurs dizaines de mètres derrière lui, veillant à ne pas faire de bruit. Il ne se retourne jamais. Il avance d'un pas lent, régulier, comme s'il connaissait chaque fissure de la route. Il traverse plusieurs quartiers. Des zones résidentielles, puis des terrains vagues. Le paysage devient de plus en plus rural. Julien coupe par un sentier qui longe une voie de chemin de fer désaffectée, passe près d'une vieille serre abandonnée, traverse un petit pont de fortune en planche. Le sol est boueux, mais il semble ne pas le remarquer. Il marche comme on prie. Avec foi, résignation et but. Pendant tout ce trajet, Madame Vautrin observe en silence. Elle s'attendait à un studio délabré ou un petit logement social. Ce qu'elle découvre dépasse tout ce qu'elle avait pu imaginer. À la sortie d'un bois, à l'orée d'un terrain vague, elle le voit s'arrêter devant ce qui ressemble à une ancienne grange en tôle, rafistolée avec des bâches en plastique et des planches récupérées. Une vieille pancarte en bois porte les mots « Ici, c'est chez nous ». Il pousse une porte grinçante et entre. Aucun autre mouvement. Aucun bruit de télé. Aucune lumière artificielle. Seulement le silence. Elle reste figée. Ce n'est pas une maison. Ce n'est pas même un abri digne de ce nom. C'est une cabane de fortune, construite à la hâte, au milieu de nulle part. L'instant est irréel. La directrice retourne sur ses pas, bouleversée. Elle n'avait jamais imaginé que l'un de ses élèves puisse vivre dans de telles conditions. Comment cela est-il possible? Comment l'école, la mairie, les services sociaux ont-ils pu passer à côté de cette situation? De retour dans son bureau, elle appelle discrètement la maison des solidarités départementales. Elle explique la situation sans donner de nom. L'assistante sociale au bout du fil soupire, sans adresse officielle ou demande de l'intéressé, nous ne pouvons pas intervenir. Il faut une plainte ou un signalement officiel. Elle raccroche, frustrée. C'est ce système absurde qu'elle déteste, celui qui exige qu'on tombe plus bas encore pour mériter qu'on vous tende la main. Elle décide alors de parler à Léna, avec douceur, sans éveiller la méfiance. Elle l'invite à nouveau dans son bureau, lui propose un chocolat chaud, puis lui demande innocemment « Dis-moi ma chérie, qu'est-ce que tu préfères à la maison ?» La petite fille réfléchit, puis répond « Quand papa fait chauffer de l'eau sur le réchaud à gaz et qu'on regarde les étoiles par le trou du toit. » Il dit que c'est notre lucarne magique. La phrase serre le cœur de la directrice. Ce n'est pas juste de la précarité. C'est une poésie née de la misère. En sortant, elle croise M. Reynaud, enseignant de CM2, qui remarque son air préoccupé. Elle hésite, puis lui raconte la vérité. Reynaud est choqué. Lui aussi a vu Julien au portail, mais jamais il n'aurait imaginé une telle réalité. Il propose de lancer une cagnotte interne entre professeurs. Vautrin refuse d'abord par respect pour la dignité du père mais finit par céder. Elle sait que ça ne suffira pas, mais c'est un début. Un geste humain. Le lendemain, elle retourne discrètement sur les lieux. Julien n'est pas encore rentré. Elle dépose une boîte devant la porte, des vêtements, des conserves, une lettre sans signature disant simplement « Vous n'êtes pas seul ».
Mais quelques heures plus tard, alors qu'elle corrige des dossiers dans son bureau, le téléphone de l'école sonne. Une voix grave et calme dit « Bonjour. Je suis le père de Léna. Je pense que vous êtes venu chez nous. » Elle hésite. « Oui? Je suis désolée si j'ai été indiscrète. Je voulais juste comprendre. » Silence. Puis, « Je comprends. Vous êtes la première à vous intéresser sans juger. Mais je vous en supplie, ne faites pas de bruit. Je ne veux pas vous exposer. Je veux vous aider. Aider, c'est laisser Léna aller à l'école sans honte. Rien de plus. » Cette phrase reste dans l'âme de la directrice comme un écho. Le lendemain, elle appelle une amie journaliste. Elle ne donne pas de nom. Pas d'adresse. Juste une histoire. Une histoire à raconter. Et ce qui va suivre va bouleverser tout le pays. Le lundi matin suivant, Madame Vautrin se tient devant la porte de son bureau, le regard vide, le cœur serré. Depuis la conversation téléphonique avec Julien, le père de Léna, elle ne pense plus qu'à ça. Elle n'a rien dit à ses collègues. Rien dit aux parents d'élèves. Elle a seulement confié la situation à une amie journaliste, Nathalie Roussel, qui travaille pour un petit journal régional à Clermont-Ferrand, La Montagne. Elle lui a raconté cette histoire simple, poignante, celle d'un homme invisible, d'une fillette pleine de lumière et d'un combat quotidien que personne ne voyait. Nathalie a été touchée. Profondément. Et elle a promis d'écrire un article avec pudeur, sans sensationnalisme. Le mercredi suivant, l'article paraît. Il s'intitule « Il marche 12 kilomètres par jour pour que sa fille aille à l'école. » L'histoire que vous n'avez pas vue. Aucune photo. Aucun nom. Juste des mots. Des mots vrais, intimes, porteurs d'un message fort. L'amour d'un père, même sans toit, même sans moyens, peut déplacer des montagnes. Ce que personne n'avait prévu, c'est l'onde de choc. En moins de 24 heures, l'article est partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluent. Je pleure. Quelle dignité. Comment aider? Où faire un don? C'est ça, être un héros. Le lendemain, un influenceur local relaie l'histoire sur TikTok, ajoutant une voix off sur des images de campagnes brumeuses et de petites mains d'enfants. La vidéo devient virale. En 2 jours, la France entière connaît cette histoire. Face à cet engouement, Nathalie Roussel ouvre une cagnotte en ligne intitulée « Pour le papa de Léna ». L'objectif initial est modeste, 5 000 € pour acheter des vêtements d'hiver, des fournitures scolaires, peut-être un chauffage. Mais en moins de 48 heures, la barre des 50 000 € est dépassée. Des messages d'encouragement affluent de toute la France. Une librairie à Lyon envoie des cartons de livres. Une entreprise de Grenoble propose une formation pour Julien. Une famille de Limoges offre un vieux camping-car. Mais ce qui bouleverse le plus, ce sont les messages des autres pères. Moi aussi, j'élève ma fille seule. Je n'ai jamais eu le courage de parler. Merci pour votre exemple. Mais Julien ne sait rien. Il ne va pas sur Internet. Il n'a ni smartphone, ni compte bancaire moderne. Il ne vit pas déconnecté par choix, mais par nécessité. Ce sont les parents d'élèves de l'école Émile Zola qui finissent par en parler à Madame Vautrin, en demandant « Est-ce vrai? Est-ce lui? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» La directrice, encore hésitante, finit par dire « Ce que vous pouvez faire? » Lui rendre sa dignité sans spectacle. Elle décide d'organiser une réunion confidentielle avec quelques parents volontaires. Ensemble, ils montent un plan. Ils trouvent un studio disponible à la plaine, à seulement 10 minutes à pied de l'école. Le propriétaire accepte un bail sans garant, touché par l'histoire. Une association locale, Solidarité 63, fournit des meubles de seconde main. Le tout est monté en moins d'1 semaine. Quand Julien est convoqué à l'école, il pense d'abord à un problème. Mais lorsqu'il entre dans le bureau et voit Madame Vautrin, Nathalie, et 2 parents d'élèves assis autour d'un contrat de location et d'une clé posée sur la table, il ne comprend pas. « C'est quoi, ça ?» demande-t-il, décontenancé. « C'est votre nouveau départ. C'est un chez vous. Avec un vrai toit.
Pour vous et Léna. Julien reste figé. Il ne touche pas la clé. Il regarde la directrice, les yeux brillants, puis baisse la tête. Mais, je n'ai rien demandé. Justement? C'est pour ça que vous le méritez. Il finit par accepter. En silence. En larmes. Le lendemain, les élèves découvrent une cour d'école décorée de ballons colorés et de messages. Merci papa courage. Pour Léna et son héros. Julien entre par la grille principale pour la première fois. Tous les enfants l'applaudissent. Léna court vers lui et lui tend un bouquet de fleurs. Tu vois? Maintenant tout le monde sait. Ce jour-là, même les enseignants pleurent. Une semaine après son installation dans le petit studio du quartier de la Plaine, Julien Moreau commence à peine à comprendre ce qui lui arrive. Les murs ne sont plus froids. Il y a de la lumière électrique. Une vraie douche. Une plaque de cuisson. Et surtout, une chambre séparée pour Léna. Elle y a collé des étoiles phosphorescentes au plafond. Comme dans notre ancienne cabane, mais ici, elle brille toute seule, dit-elle, émerveillée. Julien sourit, les yeux embués. Pour la première fois depuis des années, il dort d'un vrai sommeil. Sans se demander si le toit tiendra, sans craindre que le réchaud à gaz s'éteigne pendant la nuit. Madame Vautrin, de son côté, sent que quelque chose a changé dans l'école. Les élèves sont plus attentifs. Les enseignants plus soudés. Comme si l'histoire de Julien avait réveillé une forme de solidarité qu'on croyait disparue. Le bouche à oreille a fait son œuvre, mais discrètement. Aucun journaliste n'a été convié. Aucun micro, aucune caméra. C'était la condition de Julien. Ce que vous avez fait, je ne pourrai jamais le rembourser. Mais je ne veux pas être une vitrine. Je veux juste être un père. Le 14 novembre, l'école Émile Zola organise sa cérémonie annuelle de la Semaine des valeurs républicaines. Cette année, le thème est la liberté, égalité, fraternité et solidarité. Chaque classe doit présenter un projet. Mais en secret, les enseignants et les élèves préparent une surprise. Lorsque Julien arrive ce matin-là, il pense simplement assister à une petite fête. Léna lui a demandé de venir. Elle porte une robe blanche simple, mais soignée. Elle l'a repassée elle-même. Lorsqu'il entre dans la salle polyvalente, il est frappé par les décorations, des photos de main tendue, des phrases peintes par les enfants. Un héros, c'est quelqu'un qui ne demande rien. Chaque pas compte. Être pauvre n'empêche pas d'aimer fort. Sur scène, Madame Vautrin prend la parole. Cette année, nous avons vécu une histoire. Pas un conte de fées. Une vraie histoire. Celle d'un homme et d'une petite fille. Celle d'un père qui a fait plus que protéger. Il a inspiré. Il a donné, sans jamais attendre. Puis, elle appelle Léna. La fillette monte sur scène, émue mais fière. Elle prend un micro et lit une lettre. Une lettre qu'elle a écrite seule. Cher papa, tu dis toujours que t'as rien fait d'extraordinaire. Tu dis que t'es pas un héros. Mais moi je sais que marcher 6 kilomètres dans le froid, sous la pluie, juste pour que je puisse apprendre, c'est plus que des super-pouvoirs. Tu dis que t'es invisible. Mais aujourd'hui, tout le monde te voit. Je t'aime. La salle éclate en applaudissements mêlés de larmes. Julien reste cloué sur place. Il cache ses yeux avec sa main rugueuse. Une enseignante vient doucement le pousser vers la scène. Les enfants scandent. Papa de Léna. Papa de Léna. Quand il monte enfin, Madame Vautrin lui tend une petite boîte. Dedans, une médaille gravée. Pour celui qui n'a jamais cessé d'avancer. Julien ne trouve pas les mots. Il regarde sa fille, puis les enfants, les professeurs, les parents. Il prend le micro, le serre dans ses mains, respire profondément, et dit seulement « Merci. Je pensais être seul. Mais maintenant, je sais que je suis entouré. » Ce jour-là, la cérémonie devient un moment historique pour l'école. Les journaux veulent en parler, mais Julien refuse. Ce n'est pas son histoire qu'il veut qu'on raconte. C'est celle des autres pères invisibles, des mères discrètes, des enfants courageux.
Alors Madame Vautrin crée un programme pédagogique national, basé sur cette histoire, pour sensibiliser les écoles à la précarité invisible. Le ministère de l'Éducation nationale le valide et l'étend. Quant à Julien, il trouve un emploi à mi-temps comme agent de maintenance à l'école. Il répare les robinets, installe les chaises, repeint les murs. Il n'est plus un visiteur caché, mais une figure centrale du quotidien scolaire. Les enfants l'appellent Monsieur Julien. Il répond toujours avec le même sourire discret. Et chaque soir, en rentrant chez lui, Léna l'attend avec une soupe chaude et un carnet d'école à corriger. Elle le regarde et dit « On a eu de la chance, hein ?» Il répond « Non, ma chérie. On a eu du cœur. » Et c'est ainsi qu'un simple homme, avec ses pas silencieux, a réveillé une école, une ville et peut-être un pays entier.